Hello à tous et bienvenue sur le Book Club du podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons plonger ensemble dans l'univers des livres et de l'écriture, mais pas que. Nous avons hâte de partager avec vous nos coups de cœur littéraires, nos auteurs préférés et nos recommandations qui, nous l'espérons, vous inspireront. Que vous soyez un lecteur assidu ou que vous cherchiez simplement une nouvelle lecture, il y en aura pour tous les goûts. Prêts à nous écouter ? Alors c'est parti ! Bonsoir à vous, chers membres du Book Club. Hello. Hello. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va super. Oui, génial. Bon, tout va bien alors, on y va. Donc pour ce 10e numéro, nous avons choisi le thème passionnant, vu le mois qu'on est, octobre 2025, le thème passionnant d'Halloween. Nous avons hâte de vous faire découvrir plusieurs romans creepy, horrifiques ou fantastiques qui s'inscrivent dans ce thème. Vous vous demandez donc sûrement quels sont les livres que nous allons explorer ensemble dans cet épisode, alors commençons. Archie, tu te lances ? Allez, c'est parti. Alors, donc moi j'ai lu ce mois-ci un roman de William Grammatico, édité chez Steren Éditions, qui est une petite maison d'édition bretonne, mais qui fait des livres non seulement très beaux et en plus, alors j'ai pas lu beaucoup de choses chez eux, mais leur ligne éditoriale a l'air vraiment d'abord très très large et en même temps vraiment choisi, quoi. Voilà. Donc ça a l'air vraiment chouette. Et le roman s'appelle Ceux de Warbao. Alors c'est de l'anglais, donc c'est le titre le plus difficile à prononcer de la terre entière, je pense. Hein, Ceux de Warbao. C'est donc du fantastique. Ok. Ça se passe en gros dans un petit village côtier du Dorset, dans le sud de l'Angleterre. Et pour le plus simple peut-être, c'est que je vous lise le 4e de couve pour vous donner une idée du résumé. Avril 1880, sur les terres froides d'un sombre village d'Angleterre. Un mystérieux cavalier fend la nuit à la recherche désespérée de Jacob Blackburn, apothicaire du bourg et seul espoir de salut du vieil Owen Wakely. Cet ancien ami du soignant, tombé malade dans d'obscures circonstances, surgit d'outre-tombe comme un souvenir glaçant. Wakely semble être devenu le meneur d'un bourg côtier de pêcheurs, le trouble hameau de Wardbarrow. Tout s'y révèle hostile. Des structures improbables des bâtisses qui menacent de s'effondrer au comportement mauvais et rude des habitants, quelque chose d'étrange semble à l'œuvre. Confronté à un mal d'une nature inconnue qui se propage aussi vite que la nuit, l'apothicaire ne parvient pas à s'approprier l'insaisissable qui lui fait face. En proie à une lutte entre folie et rationalité, Blackburn s'élance à corps perdu dans une quête de sauvetage au cœur de l'obscurité et de la brume maudite du Dorset. Secrets indicibles et ténèbres semblent régner en maître. L'apothicaire viendra-t-il au bout de l'horreur qui ronge cette nuit ? Alors voilà, ça dit ce que ça veut dire, hein. Je crois que c'est assez clair. Le roman lui-même, il est assez court. Il est à la limite de la novella, il fait à peu près 190 pages et la pagination est assez aérée. Donc ça se lit presque d'une traite. Donc c'est vraiment le roman d'une longue nuit au coin du feu avec une citrouille allumée à côté. Je trouve que ça, avec une musique un peu glauque comme ça, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire une soirée un peu sympa. Donc ça se passe donc comme j'ai pu le lire à la fin du 19e siècle. Le contexte géographique du roman est très très contraint. C'est-à-dire qu'au départ, Jacob Blackburn, le héros, vit dans une petite ville dans les terres. Très vite, il est incité à rejoindre le hameau qui est désigné dans le titre, le fameux Wardbarrow, impossible à dire là. Et ensuite, toute l'intrigue se déroule dans ce hameau. Ce minuscule village de pêcheurs où les masures tiennent miraculeusement debout, les habitants sont tous aussi antipathiques les uns que les autres, ont tous une attitude effrayante. On est vraiment dans un décor comme des films d'horreur de la Hammer dans les années début du XXe siècle. Et donc le surnaturel, évidemment, arrive à un moment. Au départ, ça part d'une maladie inédite, sans doute incurable, mais que le héros s'échine à soigner. Et jusqu'au grand final que je ne vous révèle pas, évidemment, horrifique à souhait, qui signe le destin de tous les belligérants. On comprend aussi pourquoi Jacob Blackburn a été invité à se rendre d'urgence à Wardbarrow, au chevet de son ancien professeur. Bref, tout se résout dans le grand final, comme tous les romans de cette tradition-là.
Alors j'ai adoré l'atmosphère, tout est à couper au couteau, et le style en particulier du roman est très particulier pour quelque chose d'aussi contemporain. C'est-à-dire qu'au début, j'ai même douté d'être au XXe siècle, moment de création du récit, mais en fait l'auteur est tout à fait contemporain et le roman date de 2024. Mais que ce soit sous la forme, au niveau de la forme ou au niveau du fond, on a l'impression que c'est Edgar Poe qui aura écrit une histoire de Lovecraft. Voilà. Ah, ça promet. On est vraiment sur un style très très soutenu. D'ailleurs, il y a une vraie influence d'ailleurs du roman Le Cauchemar d'Innsmouth de Lovecraft. Je pense que l'auteur Grammatico est un vrai fan de Lovecraft. Ça se voit dans le roman. Les descriptions sont toutes hyper précises. C'est lent. Ça use d'un vocabulaire qui parfois, alors c'est poétique, en même temps c'est étonnant. Ça donne à l'intrigue une espèce de lourdeur, comme une âpreté en fait. Et ça renvoie à l'atmosphère des terres tristes, sombres qui se trouvent dans le roman. Pour ça, c'est vraiment, vraiment réussi. C'est donc une lecture qui est courte, qui est intense, avec un aspect horrifique et gothique qui donc fleure le siècle dernier. Les amoureux et amoureuses de ce genre de littérature devraient adorer ça. Et alors, pour vous donner une petite idée, pour finir ce que j'ai à en dire, je vais juste vous lire, c'est assez court, mais le tout début du roman, ça vous donnera vraiment une idée du style de l'auteur. D'accord. Il devait exister peu de choses plus éprouvantes sur cette terre que la vie dans le Dorset à la sortie de l'hiver. L'air glacial et solitaire, celui des nuits sans étoiles, tourbillonnait usuellement sur la tourbe du comté sans jamais faiblir des jours durant. À la froide saison ne demeuraient que les ténèbres et une météo humide, fumeuse, presque fongique. Pour un moment, la haute toile du ciel engloutissait l'herbe, le foin et les fruits dans son gosier opaque pour ne les recracher qu'au printemps suivant. Cette même épaisseur, froide et poisseuse à la fois, coulait d'ouest en est sur toute la longueur du comté anglais, depuis les plaines nues de Cheldon Herring jusqu'au contrefort épuisé de Warham Castle. C'était, aux yeux du chaland peu familier des paysages énigmatiques, une expérience pour le moins troublante. De la mousse coulante et de la pierre, des roches et des végétaux en flaques, écrasés au sol par les cieux menaçants. Les bâtisses, immémoriales, moins nombreuses que les moutons égarés du coin, y semblaient poindre de l'humus comme des ceps de rocaille. Il y avait là une poignée de maisonnettes dures, mais vides, qui s'extirpaient avec peine des touffes épineuses qui explosaient en forêt. Tout cela formait dans l'obscurité des silhouettes grossières à l'allure démentielle. Représentation terrifiante que le spectacle d'ombres chinoises se muant en autant de golems païens, écroulés, hérités des légendes d'Urotrige de jadis. Effectivement. Voilà, et c'est ça tout le roman, vraiment. D'accord. Tout le temps. Le style est comme ça, vraiment du début jusqu'à la fin. Effectivement, ça fait vraiment penser à une écriture romantique gothique, romantique dans le sens spleen, j'entends. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et on est vraiment là-dedans. Et en même temps, l'intrigue est très Lovecraftienne, donc un peu plus récente, on va dire début du XXe, quoi. Voilà. Mais franchement, c'est vraiment hyper réussi. Je pense que l'auteur est vraiment très très fan de ce type de littérature et ça se voit, il s'en est fait en nourrir et il s'est fait plaisir. Et pour une lecture proche d'Halloween et d'automne, je trouve que ça fait vraiment son effet et on passe un super bon moment. Effectivement, je te confirme que tu nous as plombé l'ambiance. Oui, voilà. Bon, après tout, on est dans un thème d'Halloween, donc c'est normal. Et soit dit en passant, pour les petites musiques, moi en ce moment, c'est ce que je fais depuis le 1er octobre. J'écoute toutes les compiles Halloween qu'il peut y avoir sur mon application musicale. Mais moi, de toute façon, c'est d'ailleurs, on pourrait faire ça. On pourrait faire une toute petite, je sais pas, la prochaine fois ou la fois d'après. Qu'est-ce qu'on choisit comme type de musique? Ou est-ce qu'on lit en musique? Ou si on lit en musique, quel type de musique on écoute? Ça pourrait être intéressant, ça aussi. Effectivement. Je note. Je note. Des questions, les filles? Non. C'était parfait. Super clair. Vraiment, c'était trop bien. Et ça donne très envie. Ah bah là, oui. Non, franchement, c'est super bien. Et puis, je pense que pour une petite maison d'édition comme ça, enfin, elle est pas si petite, mais je veux dire, c'est pas Bragelonne, quoi. Je veux dire, voilà, c'est une petite maison d'édition assez régionale qu'on m'a fait découvrir parce que
On a une amie commune qui va bientôt être éditée chez eux pour des haïkus en l'occurrence. D'accord. Et c'est elle qui m'a fait découvrir la maison d'édition. Et franchement, c'est super chouette et je trouve que les bouquins en plus sont super beaux. Donc allez sur le site de Steren Édition, Steren qui signifie donc étoile polaire en plus, ce qui ne s'invente pas, avec 2 N à la fin. Donc voilà. Ok. Eh ben écoutez, on note. Alors maintenant, si on passait ta recommandation, Amélia. Alors, du coup, moi j'ai lu Dieu et sorcière d'Angèle Arlequin. La couverture est sublime. Moi, je trouve qu'elle est très très automnale avec ce personnage aux cheveux orangés, etc. C'est vraiment beau. Mais le résumé, il m'intéressait beaucoup et j'avoue que j'ai été séduite par la gomme qui a été faite autour. Alors, je vais commencer par lire le résumé et après, je vais en parler un petit peu. Alors, excusez-moi. Voilà. Aren traîne le poids de ses crimes derrière lui. Assassin repenti, il fuit sa ville natale pour échapper à la mort et trouve refuge dans un vieil hôtel perdu au milieu des bois que les superstitions estiment hanté par des sorcières. Il y rencontre la belle et froide Lyfrenne, Morgeline, qui sous ses airs charmants le scrute avec prudence et mépris. Aren ne met pas longtemps à comprendre que cet hôtel est aussi étrange que son architecture et ses habitants pire encore. Lorsqu'une nuit Lyfrenne revient blessée, portant le sceau d'une étrange plaie, ce qu'il découvre le stupéfie. Alors qu'il pensait changer de vie et peut-être trouver le chemin de la rédemption, Aren se rend vite compte que son destin lui échappe et qu'il n'est pas prêt à laisser tomber les armes. Car tous, hommes, dieux ou sorcières, désirent se servir de ses talents pour le crime et du secret qui se cache au fond de lui. L'ombre et la lumière n'ont pas le droit de s'unir. Qu'adviendra-t-il de leur monde si l'incarnation même de la mort décide de ne plus obéir ? Donc, pour ce roman, par contre, c'est pas comme Archie, c'est un gros bébé, presque 700 pages. Oula. Mais j'ai trouvé que... Alors, la plume est assez travaillée. On n'est pas forcément dans l'extrêmement poétique, mais on sent une plume assez mature, ciselée, précise sur les descriptions, le vocabulaire, etc. Du coup, ça peut paraître un peu long sur certaines descriptions, etc. Mais moi, j'ai trouvé ça très, très charmant parce que moi, j'adore ce genre de plume. Et l'autrice a créé... pardon, excusez-moi, j'ai bugué. A créé un univers assez passionnant avec ce personnage qui est présenté comme mauvais. C'est un assassin qui cherche la rédemption, mais il a toujours baigné dans le crime, le vol. Il profite souvent de catins. Enfin, il baigne dans la fange de ce monde, en fait. Et il se retrouve dans cet hôtel un peu étrange. Et on découvre à partir de lui toute une mythologie en fait de l'univers. Et il y a notamment moi ce qui m'a surtout fait penser pour le thème spooky, c'est qu'on a beaucoup sur bien sûr le thème de la mort, mais du coup on a une divinité de la mort qui est un peu comme alors j'ai oublié son nom, mais la déesse nordique qui a un visage on va dire vivant et un visage putréfié. Ça me dit rien. Désolée. Ouais, je sais plus. Je sais plus son nom. Je sais plus le nom. J'ai pas d'école, pardon. Bon, voilà. Il y a une divinité de la mort qui est assez fascinante. Il y a on retrouve des personnages qui font penser un peu aux cavaliers de l'Apocalypse. Pas de bêtises, ils sont 4. Oui. Il y a maladie, il y a guerre. Pestilence. C'est maladie, peut-être pestilence. Famine. Ouais. Famine. Et je sais plus. Je crois Vous voyez comme je suis renseignée. Je crois que c'est pestilence, famine. Les 2 autres que tu as dit, c'est quoi ? Guerre. Et bon, j'ai plus le dernier. Bon, bref. C'est pas grave. Je suis désolée pour ce manque d'informations. J'aurais dû faire ma recherche avant de faire cette chronique. Mais bon. Donc voilà, on a un univers qui est assez impitoyable, assez sombre.
on a cet hôtel qui est avec une forêt où on a dit qu'il y a des sorcières qui ont été pendues, des fantômes. Enfin, voilà, on a des créatures parce que les habitants de cet hôtel sont très particuliers. Il n'y a quasiment pas d'humains en fait. Il n'y a que des créatures inventées. D'accord. Et pour tout ça, j'ai trouvé que oui, c'était très Halloweenesque. Et j'ai beaucoup aimé. Je reste sur un avis positif en fait sur cette chronique. Elle est parfaite pour la saison. Je l'ai lu pour le pumpkin. Je l'ai rangé dans la catégorie automne extraordinaire. La catégorie chaudron, foudre, éclair de lune parce qu'il y a de la magie, une sorcière et une histoire d'amour. Ok. Voilà. Pour ceux qui voudraient aussi le caser, s'ils ont encore une petite place d'ici, la fin du pumpkin. Le seul petit défaut que j'ai trouvé dans le roman, c'est que, et je pense que le roman aurait peut-être gagné à avoir tout ça en moins, mais il y a un peu du rabâchage. C'est-à-dire qu'il y a une information qui est donnée à un moment sur le personnage principal, et quasiment tous les personnages qu'il rencontrera pour la première fois, ou pour la troisième fois, parce qu'on n'est pas assez près, on lui rappellera. Il en a extrêmement marre, et moi j'avoue qu'à un moment, j'étais pas loin d'en avoir marre. Ouais. Okay. Et pareil, il y a certaines informations, effectivement, on revient beaucoup dessus, alors que c'était pas pour moi ni pertinent ni nécessaire d'avoir à chaque fois tout ça. Alors, si c'était à la 50e page et à la 107e, peut-être, mais là, effectivement, c'était un peu trop régulier. D'accord. Hormis ça, j'ai trouvé ça assez sympathique. Même si, je suis pas hyper romance, donc il y a un moment, les jeux de chat et la souris, j'ai envie de dire concluez et on en finit. Ah, d'accord. Non, mais il y a un moment, quand ça se tripote, c'est bon. Oui. Après, on fait pas style, mais en fait, tu me touches pas. Bon, voilà. Il y avait quand même une alchimie qui était intéressante entre les deux personnages, donc de la sorcière et de l'assassin, entre Lyphrène et Arène. Donc je reste sur du positif, même si effectivement avec un peu moins de rabâchage de certaines informations et avec un jeu de je t'aime moi non plus, un peu moins yo-yo, ça aurait été bien. Mais je reste sur un esprit hyper positif et c'est Halloweenesque pour l'univers qu'il décrit. Je peux pas en dire beaucoup, c'est pour ça que mon retour là est assez, je m'excuse, en plus décousu et succinct, mais il y a vraiment une belle création dans l'univers de cette histoire. D'accord. Qu'il faut qu'on découvre. J'ai retrouvé l'info pour la déesse, c'est Hel, H-E-L. Il y a effectivement une partie du visage dans l'obscurité tout le temps et une autre dans la lumière. Voilà, c'est ça. Merci. D'ailleurs, c'est le titre du tome 2 de Runborn de Ariel Holtz. Le tome 1 s'appelle Tyr et le tome 2 s'appelle Hel. Ah bah Tyr, c'est T-Y-R ? Oui. Là, je crois que c'est le dieu du combat. C'est un dieu nordique. C'est aussi un dieu nordique, en tout cas. Oui, tout à fait, parce que c'est un truc une histoire, pardon. Une histoire qui se passe, pas chez les Vikings ou les Celtes, mais vous voyez le type de donc c'est sûr que c'est ça, de civilisation. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, ça m'y fait penser juste parce qu'effectivement, elle a un côté sombre, cette fameuse elle. Voilà. Ben là, c'est le fait qu'il y ait un côté sombre et un côté lumineux, donc l'ambiguïté des personnages. Donc il y a ce dieu-là, mais il y a aussi Arène, qui est effectivement, on dit un assassin, mais qui cherche la rédemption, on va voir qui peut faire le bien et le pas bien du tout. D'accord. C'est assez intéressant. Ok. Bon, on note. Aurore, c'est ton tour. De quoi tu vas nous parler ? Alors, moi, je vais vous parler de L'héritière de Jeanne Adeba, la couverture méga violette. Je sais qu'il y a des challenges où il faut lire des couvertures soit orange, soit violette. Celui-là, il rentre complètement dedans, en tout cas. Et très Halloweenesque aussi. Ok, on t'écoute. Qu'est-ce que je fais ? Je vais commencer par vous lire le résumé et après, je vous donne mes impressions. Donc... Je m'appelle Agnès Claire et je suis orpheline. De ma mère sorcière, j'ai hérité le talent de voir les fantômes. Une malédiction plus qu'un don qui m'a obligée à vivre recluse à l'abri de la violence des sentiments des morts. Mais depuis le jour où mon oncle notaire m'a prise sous son aile, ma vie a changé. Contrairement aux apparences, le quotidien de l'étude qu'il dirige n'est pas de tout repos. Vampires, loups-garous, sirènes, à croire que tout l'altermonde a une succession à gérer. Moi qui voulais de l'action, je ne vais pas être déçue.
Alors, j'ai lu ce livre sur la recommandation d'un collègue libraire qui m'a dit c'est le livre parfait pour Halloween, c'est génial. Et je dois avouer que j'avais pas du tout lu le résumé. Tout ce que je savais, c'est que c'était l'histoire d'une jeune femme dont la mère mourait et qui devait, elle voyait les fantômes et elle devait en fait assumer son héritage lié à l'altermonde, donc au monde des créatures magiques. D'accord. Enfin, plutôt des créatures de l'ombre, j'ai envie de dire, parce qu'on touche plus à des créatures dangereuses comme les vampires ou les loups-garous, plutôt qu'aux licornes et aux fées. Pour l'instant, j'en ai pas vu, je crois. Et c'était un véritable coup de cœur. J'ai adoré. Ah, vraiment. J'ai vraiment adoré. Dès le début, on est tout de suite dans le... Déjà, la première scène se passe au Père-Lachaise, donc on est tout de suite dans le Paris spooky, en fait, le Paris mystérieux, le Paris la nuit, qui est super charmant, presque romantique, je trouve, et très, très mystérieux. D'accord. L'héroïne est pas du tout... Je sais pas comment dire. Elle est pas du tout cliché. J'ai envie de dire, à la fois, elle est très à l'aise dans ses baskets, et d'un autre côté, on sent le fait qu'elle a jamais pu vraiment sortir de chez elle à cause du fait qu'elle voyait les fantômes et que ça l'impactait, elle, au plus profond d'elle-même. Tout le fil rouge par rapport à son pouvoir lié aux fantômes, d'ailleurs, est super bien fait, parce que c'est pas du tout le cœur de l'histoire, vu que le cœur de l'histoire, c'est plutôt des recherches ou un peu des guerres de clans entre les personnages. Comme il est dit dans le résumé, son oncle notaire a des choses à faire à chaque fois, un dossier qui lui est donné. Et là, on va se concentrer sur le dossier où elle va intervenir. Mais en parallèle, il y a tout le fait qu'elle a un don un peu bizarre et qu'il faut qu'elle puisse vivre avec, tout en essayant de sortir enfin de sa coquille. L'évolution du personnage est aussi très très agréable parce qu'elle s'épanouit véritablement. Encore une fois, tout en gardant l'impact de ses traumatismes. C'est pas le jour et la nuit, c'est vraiment une évolution. D'accord. Donc je recommande vivement. Et j'ai appris, donc typiquement, je l'ai acheté la semaine dernière. J'avais lu 50 pages en parallèle d'un autre bouquin que je suis en train de lire en même temps. Et dimanche, je me suis dit, bon, le podcast, c'est jeudi, je vais pas faire comme la dernière fois, je vais pas le finir dans la journée, quoi. Ni la veille, ni l'avant-veille, parce que cette année, j'avoue que j'étais pas non plus... J'avoue que les lectures étaient toujours un peu toujours sur une cavalcade. Et là, du coup, je me suis dit, j'ai trop envie de me replonger dedans. J'ai lu les restes, mais vraiment dans l'après-midi, c'était génial. Très facile à lire, très rapide. Et il y a une suite, donc je suis un peu sur ma faim parce que je dois vraiment continuer à lire les autres bouquins que j'ai en ce moment. Mais méga coup de cœur, je vous le recommande. Ok. Bah, c'est noté. Franchement, ça donne envie. Tu en parles avec enthousiasme. Et tu sais si c'est une série ou juste une duologie, du coup ? Non, je crois qu'il y en a au moins 3. D'accord. Je crois qu'il y en a au moins 3. Je sais que le tome 2, c'est l'Alouette. C'était un peu difficile d'avoir l'info d'ailleurs parce que sur Internet, c'est marqué Testament tome 1, alors qu'à aucun endroit sur le bouquin, c'est marqué que c'est une saga ou Testament tome 1 en fait. D'accord. Donc le tome 2, c'est l'Alouette et je crois qu'il y en a au moins 3, voire peut-être 4. Mais à vérifier. Ok. Donc c'est une traduction du coup, j'ai pas fait attention à l'auteur. C'est une traduction. Jana Deba Ou non. pas. Non, c'est elle est française. Elle s'appelle Deba. Okay. Ouais. Okay. Jana Deba. Ok. Donc non, elle est française. Et c'est pour ça qu'elle connaît Paris. Ils l'ont catégorisé dans quel genre ? C'est fantastique. Oui, fantastique, science-fiction et fantasy. Donc fantastique. Et plutôt à la destination d'un lectorat assez jeune, non ? Ou je me trompe ? Non, plutôt jeune adulte. Pour le coup, plutôt adulte, parce qu'il y a quand même, des descriptions qui sont assez. Après, remarque, je sais pas si dans les chairs de poule, c'est pas. Bref, mais je dirais plutôt jeune adulte parce qu'il y a quand même l'héroïne qui a des petites romances durant l'histoire. Mais c'est pas le cœur, c'est vraiment pas. Ça pourrait très bien être adapté aux grandes collégiennes, grands collégiens. Et autant hommes que femmes, pour le coup, c'est très, très neutre. Ok. Eh ben, écoute, on note, hein. Pas de souci. Eh ben, on va passer à mon livre. Alors, c'est le tome 1 de la série Silverton, Supernatural Project, je le prononce super bien, Les âmes de l'Ouest de Ellie S. Green, c'est l'auteur de Steam Sailor, qui vient de sortir le 2 octobre son nouveau roman chez Gulfstream Editor. Je l'ai reçu par l'intermédiaire de Ned Gallet en service de presse, et c'est un roman du genre fantastique, qui se passe dans une Amérique ancienne, puisque c'est, je crois, quelques années après la guerre de sécession. Et je vais vous faire le résumé.
1867, ancien esclave et sorcier vaudou, Sam espère réaliser ses rêves après avoir accompli assez de missions pour l'agent Silverton, dirigé par Alan Pinkerton et Victor Hugo. Il peut compter sur les Loa, divinités qui murmurent à son oreille et l'aident à affronter les spectres, selon leur bon vouloir. Sam doit aussi faire équipe avec la fratrie O'Reilly, Linus, soldat coincé par un enchantement dans un corps d'enfant et adepte des explosifs, ainsi que Shinéad, rescapé d'un asile aux puissants dons de médium qui lui permettent de voir les fantômes. Si ce trio aux capacités extraordinaires a plus en commun qu'il ne le pense, la relation conflictuelle entre Sam et Linus, issus d'une famille du Sud, pourrait bien mettre en péril les opérations qui leur sont confiées. Ils vont pourtant devoir surmonter leurs différends pour survivre aux menaces qui planent sur eux et remonter à l'origine du mal. Déjà, ça vous met dans l'ambiance. Ouais. Alors, j'ai trouvé que c'était une lecture effectivement parfaite aussi pour la saison d'Halloween. Entre esprit malfaisant, vaudou et malédiction, je pense qu'on y est. C'est l'ambiance. Le début du roman peut sembler assez dense parce que l'autrice Ellie S. Green explore des thématiques riches, mais très vite on se laisse happer par l'histoire et par ce trio de chasseurs de fantômes réunis par leurs dons au sein d'une mystérieuse organisation. L'intrigue se déroule, donc, comme je vous le disais, dans une Amérique meurtrie par la guerre de sécession, déchirée entre reconstruction, conquête des territoires autochtones et lutte de pouvoir, parce qu'il y a un petit aspect aussi avec les Indiens d'Amérique pour leur piquer leurs terres. Dans ce contexte déjà sombre, des Péllucides, qui sont des esprits très en colère, s'en prennent aux vivants pour les empêcher d'accéder justement à leurs terres, aux mines, aux voies ferrées, qui sont pour l'époque, je pense, les sources de richesse, les sources de transport, communication, etc. Entre légendes, magie et tensions politiques, l'ambiance est parfaitement installée. On y suit, comme le dit le résumé, Sam, un beau corps voodoo et ancien esclave affranchi. Linus, alors Linus, c'est vraiment l'esprit. C'est un soldat qui est mort pendant la guerre de sécession, mais son esprit s'est réincarné par une malédiction vaudou dans le corps d'un adolescent de 12-13 ans, je crois. Donc, je vous laisse imaginer un peu ce que lui doit vivre, parce qu'à la place, il a 26 ans normalement, le jeune homme. Et il y a Shinéad, je crois que c'est comme ça qu'on prononce, Shinéad, comme Shinéad O'Connor, Shinéad. Oui, ça doit être ça. Je crois que c'est juste Shand de bref. Voilà. Donc c'est la sœur de Linus. Elle a été internée parce qu'elle communiquait avec les morts. Ok. Leur père était un pasteur très, 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 très chrétien, donc je vous laisse imaginer pourquoi elle a été internée. Ensemble, Sam, Shinéad et Linus forment un trio atypique, comme on peut le constater avec leurs caractéristiques, mais ça nous permet à nous d'avoir des personnages très attachants, très différents, et de pouvoir justement trouver une façon de s'identifier à chacun d'entre eux, qui sont confrontés par leur histoire et leurs aventures à une succession de dangers où la mort n'est jamais loin. Et je vous assure que l'autrice, elle nous laisse pas de répit. Il se passe un truc, on croit que pendant 1 heure ça va bien se passer, et puis pof, il se repasse un truc. C'est une succession de dangers. Malgré leur divergence, donc notamment entre Sam, l'esclave affranchi, et Linus, le gars du Sud, qui ont beaucoup de conflits et de joutes verbales, il y a quand même une solidarité, une complémentarité de leurs capacités qui fonctionne à merveille. Pour moi, j'ai trouvé que les 3 personnages, ensemble, fonctionnaient vraiment très très bien. Chacun avec ses spécificités, chacun avec ses capacités, et c'est hyper important pour l'histoire, je trouve. Parce que chacun apporte quelque chose pour comprendre la situation dans laquelle ils sont. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc il y a des tensions, comme je vous disais, entre Sam et Linus, qui reflètent aussi, comme on est dans une Amérique blessée par la guerre de sécession, les fractures profondes de l'Amérique de l'époque. Elle a dû faire un travail de recherche époustouflant. On sent qu'elle a fait un vrai travail de recherche. Je crois que d'ailleurs, dans les remerciements, si je me souviens bien, il y a toute une partie où elle remercie toutes les personnes qui l'ont aidée à faire ses recherches, autant sur la compréhension du vaudou que sur la guerre de sécession, que sur les capacités médium aussi. Elle a travaillé avec une consultante pour mieux comprendre ce monde.
Donc on sent la recherche derrière, ce qui rend le récit à la fois glaçant, vu les esprits maléfiques qui les envahissent, mais crédible, parce que c'est sur fond de guerre de sécession, d'histoire et de magie vaudou qui existent, qui sont des choses qui sont pratiquées, et empreint de réalisme du coup historique, comme je vous disais, parce qu'on est vraiment dans l'Amérique de l'Ouest de l'époque. Ce premier tome, du coup, insuffle une dimension surnaturelle assez fascinante, avec tout l'apport historique qu'elle a fait et les recherches. Et moi, personnellement, ça m'a rappelé un petit peu la série des Mystères de l'Ouest. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, bien sûr. Enfin, les plus anciens de la communauté connaissent. Voilà. Juste de nom, j'avoue. Avec James Gordon et... James West et Artemus Gordon. Artemus Gordon. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, pour ceux qui connaissent pas les Mystères de l'Ouest, ce sont donc deux, je vais les appeler des espions parce qu'ils travaillent pour le gouvernement américain. Ils voyagent à travers les États-Unis dans un mini-train avec une locomotive où ils ont leur bureau et ils vivent dans cette locomotive, enfin, dans ce train. Et ils traversent l'Ouest, l'Amérique d'Est en Ouest pour aller démanteler des réseaux de scientifiques fous ou des complots visant la destruction du gouvernement ou des trucs comme ça. Et en même temps, donc, il y a de l'aventure puisque ça fait penser un peu à des cow-boys un peu modernes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois les photos. Je vois les photos, dont la première étant noir et blanc. Je précise. Voilà. Tout à fait. Mais on dirait plus des cow-boys et du coup ça. Ce n'est pas la peine. Hein, je veux dire. Mais on dirait vraiment des cow-boys avec leur chapeau. C'est des cow-boys. C'est vraiment un Far West fantastico-aventuro. C'est Indiana Jones au Far West avec un peu de technologie aussi. Avec des inventions scientifiques complètement folles, parce qu'on a vraiment, dans la série, des savants fous. Mais fous de chez fous, qui créent des choses très modernes. Alors après, il faut se rappeler que la série, elle a été tournée dans les années 60, je pense. C'est ça. Donc, cette époque-là, c'était aussi justement l'émergence de la science. Donc, ils ont inséré ça dans leur roman, dans leur série. Et il y a des inventions scientifiques, il y a des complots. Et moi, j'ai retrouvé toute cette ambiance dans Silverton, le livre d'Eli S. Green dont je viens de vous parler, parce que la science prend une place aussi importante que le vaudou et les esprits. Dans un western mystique et envoûtant. Du coup, ça m'a vraiment plongée. Alors, moi qui suis très fan des westerns, parce que je regardais les westerns avec mon père quand j'étais petite, et j'adore les Mystères de l'Ouest. Je suis une inconditionnelle de James West. Je le trouve très séduisant. mais les jeunes, ils connaissent rien de toute façon. Et donc, du coup, voilà, Silverton... Ça m'a donné l'impression d'être dans les Mystères de l'Ouest, mais avec un côté vaudou, spirituel et magie. Voilà, pour vous mettre dans l'ambiance. Et c'est plutôt, c'est toujours les mêmes questions que je pose, mais plutôt adulte ou plutôt young adulte ou plutôt... Alors j'aurais tendance à dire young adulte. Parce ça a l'air dense avec toute la partie historique. Il y a vraiment, comme je vous disais, moi j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire parce qu'elle place les personnages avec leurs histoires personnelles pour qu'après ils se rencontrent. Et donc il y a des flashbacks et des retours dans le passé, dans le futur, présent. Bref, c'est un petit peu dense au début, mais une fois que tu as bien saisi qui est qui fait quoi, qui pourquoi, c'est un peu plus digeste. Maintenant, pour l'âge... Ouais, je dirais young adulte parce qu'il y a quand même, des termes. D'ailleurs, il y a des trigger warnings parce qu'effectivement, le vocabulaire utilisé pour désigner les Noirs n'est pas très très sympa. Il y a vraiment une démonstration du racisme tel qu'il devait être à l'époque. Et c'est pour ça que je vous dis, Linus et Sam, ils s'entendent pas très très bien. Même si derrière, les aventures qu'ils mènent vont faire qu'ils vont un peu plus sympathiser, mais les joutes verbales sont assez violentes parfois. Et donc, je dirais plutôt young adulte. Après, les monstres sont affreux. Les fantômes, ils sont horribles. Ils sont méchants comme c'est pas permis.
Donc bon, non, je dirais young adulte. Young adulte. Okay. Voilà. Ok. Donc si vous aimez les westerns sombres, les héros hors du commun, les ambiances hantées et la magie qui flirte avec la science, Silverton, les âmes de l'Ouest est fait pour vous. Personnellement, j'ai hâte de découvrir ce que l'autrice nous réserve pour la suite. On s'ennuie pas. Voilà. C'était nos lectures halloweenesques, creepy, horrifiques. J'espère que ça vous donnera envie à tous de lire ces livres. J'espère qu'on vous a bien décrit les bonnes ambiances qui collent à cet esprit d'Halloween et qu'on rentre dans les catégories du Pumpkin Challenge. Peut-être. Ah oui. Peut-être. C'est facile à faire. Les mots sont assez malléables. Ok, ça marche. Donc il faudra s'en remettre à son inspiration et selon les mots-clés qu'aura donné Guimauze. Ok, c'est noté. Bon alors, avant de terminer cet épisode, quelle est votre lecture en cours, Archie? Alors, je suis en train de lire Ce que prend la mer de Manon Fargeton. C'est le dernier roman qu'elle a sorti. C'est la littérature blanche. Ok. Donc, j'avais déjà lu et chroniqué pour le book club son livre sur la fin du monde, que j'avais trouvé très sympa, avec quelques défauts. Là, pour le moment, en littérature blanche, vraiment, j'adore. De A à Z. Pour l'instant, je trouve qu'il y a 0 défaut. C'est complètement ma came. Voilà, je vous en parlerai peut-être à l'occasion, mais en tout cas, vraiment super chouette. Ok. Amélia, ta lecture en cours? Alors, après le gros bébé qui est Dieu et sorcière, j'ai fait une petite pause, mais je continue le Pumpkin Challenge avec une publication de Magic Mirror Edition, parce qu'ils vont fermer à la fin de l'année et j'en ai profité pour en caser dans mon Pumpkin. Et là, je vais faire une toute petite lecture, c'est une novella, la seule novella de leur catalogue d'ailleurs. C'est La veuve de Barbe Bleue, de A.D. Iriez. Et en fait, c'est la suite du conte, avec l'épouse qui a été sauvée et qui habite maintenant dans le manoir. Sauf que il se passe des choses étranges et voilà. D'accord. Est-ce que tout va bien dans ce château maintenant ? Pas sûr. Voilà. Ok. Donc, c'est une novella de Magic Mirror et j'en profite avant qu'il ferme. Ah oui, c'est à la fin de vrai. l'année. C'est vrai. Et toi, Aurore, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Alors, je suis sur 2 lectures en ce moment. J'ai Golden Age de Fabrice Collin, qui est en fantasy adulte. Et sinon, je lis aussi Le tourbillon des possibles de Tilly Cole, qui est chez Hachette. Alors, Le tourbillon des possibles de Tilly Cole, c'est de la romance très sympathique, plutôt facile à lire, je pense vraiment, plutôt jeunesse. D'accord. Et Golden Age, qui est de la fantasy, c'est assez mystérieux. On se retrouve un peu dans une ambiance un peu Downton Abbey où tout le monde se retrouve dans une maison au fin fond de la campagne. Et là, il y a plein de secrets qui se révèlent avec un parallèle un peu plus magique, mystique. D'accord. J'ai un peu de mal à le lire. Il y a des fois où c'est super fluide et des fois où vraiment je rame à finir 3 pages, quoi. Donc, ouais. je suis encore mitigée sur cette lecture, mais ça va. Enfin, surtout à côté de l'héritière que je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai commencé l'héritière pendant que j'ai Golden Age et j'ai fini l'héritière tellement vite comparé aux 200 pages que j'ai faites de Golden Age pour l'instant. Donc, effectivement. Ça remet un peu en perspective ma lecture. Ok. Ah bah écoute, on note. Et de mon côté, pareil que Aurore, j'ai 2 livres en cours. Le premier, c'est Un thé avant la tempête de Hafsa Faisal, publié chez De Saxus. Et le deuxième, c'est un livre audio de Michael McDowell, L'amulette, que je découvre en audio, parce que après avoir lu énormément de livres de lui sur papier, je voulais savoir ce que ça donnerait comme ambiance avec un narrateur. Donc c'est un narrateur masculin. Pour l'instant, c'est un début un peu. D'ailleurs, j'ai reçu ce livre audio en service de presse par NetGalley. Et j'ai complètement oublié la maison d'édition du livre audio. Toutes mes excuses. Mais donc du coup, le début est un peu dense. Ça fait comme Silverton en fait. Il place les personnages, il place le contexte et j'ai pas encore le début de l'histoire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai déjà dû écouter 1 heure. Donc je me dis bon.
Après, Surtout, en moyenne, c'est je vais regarder 8 heures combien. en moyenne. Attends, je vais regarder combien il dure le livre parce que c'est une excellente question. Il va pas tarder à sortir en poche. Je crois que il est pas encore sorti, mais je crois qu'il va pas tarder. Il me semble. C'est peut-être pour ça. Alors attends, parce que du coup, il est là. C'est Volume. La maison d'édition. Hop. 9h44. Et j'ai lu. Alors, j'ai peut-être lu moins d'1 heure. J'ai lu 8%. Okay, 9h44. Il me reste à lire, à écouter, du coup. Mais bon, sinon, ça va. Ça place. C'est encore des contextes historiques américains. Là, on est sur fond de guerre du Vietnam, je pense. D'accord. Ok. Avec des fabriques de munitions. Voilà pour mes lectures en cours. Et bien voilà, l'épisode tire sur sa fin. Nous avons donc développé le thème d'Halloween dans nos lectures pour vous faire des recommandations creepy, horrifiques ou fantastiques. Nous vous avons fait un petit tour sur les livres que nous avons choisi de lire là, en ce moment. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishes de livres et de séries. De séries, non, il n'y a pas de série. Si, Les Mystères de l'Ouest, si, on a parlé d'une série télé. Les Mystères de l'Ouest, quand même. J'avais oublié. Si vous avez aimé ce book club, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et retrouver nos pages Instagram, dont tous les liens seront dans la description. Et si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres recommandations, vous pouvez nous envoyer un mail à ducappuccinoetdelivres@gmail.com. Cela nous ferait super plaisir. Merci Archie, Aurore, Amélia pour ce nouvel épisode. On se retrouve le mois prochain. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite. À bientôt. À bientôt et bon Halloween. Bonne Halloween à tous!